Bonjour à tous, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April. J'ai 29 ans, je suis autiste. J'ai été diagnostiquée donc il y a 6 mois et depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme afin de vous faire partager mes réflexions et mon ressenti. Donc si vous débarquez sur cette chaîne, bienvenue. C'est un cheminement intérieur, donc c'est amené à évoluer et je précise aussi que je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas psy, hein, c'est juste mon ressenti de personne autiste, voilà, que je me permets de partager avec vous. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo sur les émotions. Alors, pas sur la gestion des émotions, même si à la fin, je vais quand même donner un petit conseil, plutôt sur la perception des émotions, comment on le vit tout simplement, comment ça se passe pour nous les personnes autistes. Donc pour les émotions, j'ai l'impression que soit on ne les ressent pas, en tout cas pas dans le moment présent, qu'on les ressent en décalé, qu'on peut s'en rendre compte plus tard, comme si on se coupait de ses émotions, comme si sur le moment elles n'apparaissaient pas clairement en nous, donc elles étaient vite oubliées, aussi vite ressenties, aussi vite oubliées je dirais, mais elles ne sont pas oubliées totalement puisqu'elles tombent dans le corps. Et le corps lui les retient et c'est comme ça que on peut avoir des somatisations, des problèmes qui vont apparaître psychosomatiques. Voilà, donc elles nous échappent en quelque sorte, mais on peut aller les retrouver plus tard si on va un peu creuser et si on revient en arrière, si on se questionne sur ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Voilà, donc parfois la démarche n'est pas automatique. Soit on ne les ressent pas, soit au contraire on va être complètement envahi par elles. Alors quitte à être sidéré, c'est-à-dire sur le moment on est complètement bloqué tellement ce qu'on ressent est violent et on ne sait pas quoi faire, donc on ne va pas bouger, on ne va plus rien faire. Et voilà, on va être un peu dans un état donc de sidération, soit au contraire, on va être complètement débordé par ces émotions, quitte à perdre le contrôle. Et à ce moment-là, on va avoir des signaux physiques très visibles et très forts, des larmes, des rougeurs, des tremblements. Donc soit on les exprime, on les extériorise, soit on les intériorise. Dans tous les cas, les émotions, elles sont là, on en vit tous les jours et elles sont très puissantes, violentes, je dirais même. Alors le malentendu qu'on a, c'est-à-dire que la société a souvent nous concernant, nous les personnes autistes, c'est de croire que nous, on ne ressent pas d'émotions, ou en tout cas on n'a pas d'empathie, c'est un peu le raccourci qu'ils font, et du coup des émotions, on n'en a pas non plus. Or c'est totalement faux, de l'empathie on en a, elle est différente de l'empathie, c'est l'empathie plus justement émotionnelle que cognitive, et des émotions, on en a, elles sont même parfois plus fortes et plus intenses que la moyenne. C'est juste qu'elles sont plus intériorisées. Donc c'est pour ça que parfois elles passent un peu inaperçues. Donc la différence avec les émotions des personnes dans la norme, ce serait justement cette question de l'intensité des émotions. D'où l'incompréhension de notre entourage face à nos réactions, à nos larmes, à nos tremblements, à nos états d'âme, hein, tout simplement, qui vont nous dire arrête de jouer la comédie, arrête, tu exagères, tu en fais toujours trop, faut pas que ça te touche à ce point, voire il faut te blinder. Alors, il faut se blinder, je vois pas en quoi, enfin, je vois pas pourquoi on dit ça, je comprends pas cette réflexion parce que se blinder, est-ce que c'est possible déjà de se blinder? Je ne sais pas. Est-ce qu'un neurotypique peut se blinder? C'est-à-dire que quand on tombe une fois, deux fois, trois fois, je vois pas en quoi le fait de tomber une 15e fois, ça ferait qu'on aurait moins mal, vous voyez? Je comprends pas. Donc se blinder, c'est un peu, il faut étouffer l'émotion, il faut la mettre sous le tapis. C'est un peu ça que je comprends. Et dans ce cas-là, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et puis en plus, nous les autistes, nous demander de nous blinder, c'est impossible en fait. Je pense que structurellement, on peut pas. Voilà, donc ces réflexions, elles sont un peu maladroites forcément et elles rentrent en contradiction avec cette violence intérieure qu'on ressent et qui est mal comprise par les autres, par l'extérieur. Donc c'est vrai qu'on peut souvent être à fleur de peau, on peut souvent donner l'impression d'une personne très comme ça, dans l'intensité, presque toujours dans l'ascenseur émotionnel, souvent déstabilisée, souvent remuée, qui prend tout comme ça à vif, sans protection, qui est complètement inondé par l'environnement impacté en fait, hein, parce que c'est ça dont il est question. Donc totalement bouleversé par son environnement. En fait, la vie au sens général s'imprime en nous avec profondeur, quoi qu'on fasse en fait. Ça imprime et donc on va être impacté par elle fortement. On peut être indifférent, mais bon, je crois que c'est quand même assez rare qu'on le soit. Ou alors on peut donner l'impression qu'on est indifférent, ça c'est autre chose, mais on l'est pas du tout.
Ou alors si on est indifférent, si on est gelé dans l'émotion, c'est plutôt mauvais signe à mon sens, c'est plutôt à cause d'un traumatisme et ça concerne pas que les personnes autistes d'ailleurs. Donc comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on voit la vie avec un miroir grossissant. On a des capteurs en fait, ces capteurs ils sont très sensibles et donc on va capter plein de choses comme ça, on va de la même façon qu'on a beaucoup d'informations qui nous arrivent. Pour les émotions c'est pareil, c'est presque le lien œil-cœur, c'est-à-dire on voit tout et du coup ça va directement dans le cœur sans passer par la case départ. Et donc après on est un peu noyé avec tout ça et on ne sait pas trop comment se dépatouiller. Donc l'environnement nous impacte fortement et dans l'environnement il faut comprendre tous les changements je trouve, hein, les changements de saison, les changements dans la journée, les changements d'état physique, les changements hormonaux ou les changements, les imprévus, tout ça je trouve que tout ça qui passe, ça passe par le corps en fait. Donc les émotions sont liées au sensoriel et elles sont liées aussi au corporel en fait. On est hypersensible à notre environnement et dès qu'il y a quelque chose qui nous perturbe, en fait, ça va nous perturber vraiment, on va le sentir dans notre corps et il va y avoir un lien très fort avec le physique. D'où d'ailleurs les expressions dans la langue française qui sont beaucoup sur le physique, notamment le lien entre les émotions et le physique. Quand on dit j'en ai plein le dos, ça me retourne l'estomac, j'en ai la nausée, on voit bien que la langue française ne manque pas d'exemples pour traduire ce lien entre les émotions et le corporel, les sensations. Pour les personnes autistes, hein, j'ai l'impression que c'est particulièrement vrai, c'est particulièrement intense. Donc voilà, on est hyper sensible à notre environnement, c'est notre peau qui ressent d'abord, notre peau qui est la première à être à vif en fait, la peau à vif, et du coup ça va faire qu'on va être très très vite bouleversé, déstabilisé, et ces émotions elles vont être intenses parce que voilà, la vie pour nous, il y a une idée de puissance, de force, de danger, tout est décuplé en fait. Rien n'est léger, j'ai l'impression, on ressent tout avec beaucoup de force. Hein. Et ça peut être un désavantage, ça peut être très compliqué à gérer, mais ça peut aussi être un avantage. Parce que du coup, ça nous donne cette extrême lucidité dont j'ai déjà parlé aussi, où comme on voit tout avec un miroir grossissant, on va aussi voir les failles, on va aussi voir ce qui est dissonant, ce qui ne va pas, ça va nous faire du mal bien sûr, mais en même temps on va avoir une connaissance du coup, et qui dit connaissance dit une certaine liberté, une certaine hauteur d'esprit. On a aussi ce sixième sens, cette intuition, parce que ces émotions étant très fortes, ces sensations étant très fortes aussi, on peut sentir plus de choses dont j'ai déjà parlé aussi. Et puis on a un rapport, je trouve, à la vie et au monde particulièrement beau, parce que particulièrement intense, particulièrement coloré. Bien sûr, on perçoit toutes les nuances, on perçoit tous les détails, et donc c'est riche, c'est riche, c'est riche, ça foisonne en permanence. Et je pense qu'on s'ennuie rarement dans le monde parce que tout est sujet à émerveillement, quoi. Voilà. Ensuite, nos émotions, pour finir, sont aussi liées, dernier avantage, à notre intelligence ou l'inverse. Et donc, ça nous donne cette intelligence du cœur qui est pour moi la plus belle des intelligences. Hein, où on va vraiment raisonner avec notre cœur. Et ça nous donne aussi, ces émotions, une inflexibilité des valeurs dont j'ai aussi déjà parlé. C'est-à-dire que les émotions vont nous donner des valeurs fortes puisqu'on va du coup être solide en nous. On va avoir une structure solide et fiable contrairement à certaines autres personnes qui vont nous donner cette... on va tenir à l'authenticité, à la sincérité, à quelque chose de cohérent, on va lutter contre les injustices, on va sensibiliser à plein de choses dans le monde, voilà. Et ça aussi, c'est lié à notre émotionnel et à notre volonté de créer du sens, de donner du sens au monde, de la même façon qu'on cherche à comprendre le monde, en fait. Les deux vont ensemble. Donc ça, c'est pour les avantages liés aux émotions. Une autre différence avec les personnes plus dans la norme, c'est qu'on a plus d'empathie, donc cette empathie émotionnelle qui nous est très précieuse en fait, hein, et qui peut faire défaut à beaucoup de gens. Alors, j'ai déjà dit aussi que pour moi, envisager quelqu'un sans empathie, c'est très difficile à comprendre, mais apparemment ça existe. Mais en tout cas, pour moi, l'empathie, elle fait totalement partie de ma personne et je pourrais pas être sans empathie. Même si je le décidais, c'est pas possible. Donc peut-être que pour vous, c'est ça. Et le problème, c'est qu'à cause de cette empathie,
on prend aussi les émotions des autres. Donc si une personne est triste, on va être triste pour elle et on va finir par être triste tout seul finalement. Et c'est ça qui est compliqué à gérer, c'est de savoir ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Et donc de garder nos frontières finalement bien solides. On est solide structurellement, mais l'autre en fait va nous déstabiliser avec son histoire, ses émotions. Et du comme nous, on est beaucoup... en fait, enfin moi en tout cas, à me plonger dans les gens, à vraiment essayer de les comprendre de l'intérieur avec profondeur, et ben parfois la frontière de qui je suis, de ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas, elle est un peu friable et ça peut me jeter dans la confusion et me déstabiliser. Me déstabiliser d'un point de vue identitaire. Donc à faire attention avec ça. Voilà, ensuite une dernière différence avec les personnes dans la norme, c'est que les émotions chez nous sont plus dans les extrêmes. Voilà, alors il y a deux choses que j'ai notées qui sont un peu qui sont paradoxales d'ailleurs. La première chose, c'est que autant nos émotions peuvent faire le yo-yo émotionnel, l'ascenseur émotionnel, oui c'est ça. Toute la journée, on va passer du rire aux larmes très vite en fait. On va faire le switch très vite. Donc c'est pour ça que je ne parle pas d'inflexibilité au niveau des émotions. On dit inflexibilité mentale, mais pas au niveau des émotions selon moi. Pas du tout. Au contraire, ça peut changer très vite. Le matin, on se lève et puis on n'est pas bien, on est un peu triste. Et puis une demi-heure après, on a une nouvelle qui nous arrive et là, on est euphorique. Je crois que c'est aussi lié à cette intensité, les deux se corrèlent. Parce que quand on est triste, on est vraiment triste. C'est-à-dire presque du désespoir, presque une mélancolie quoi. Quand on est heureux, c'est presque l'euphorie. Donc c'est tout dans les extrêmes. Quand on est angoissé, c'est une panique. Quand on est en colère, c'est une rage. Donc il n'y a rien de nuancé. Hein. On a du mal à ressentir les nuances, même si je pense qu'on peut quand même les avoir, ces nuances dans les émotions. Parfois on peut un peu être énervé. Mais nous, ce qu'on va ressentir, c'est qu'on va être furieux, dans une furie. Donc voilà, c'est très très intense, c'est peu nuancé, c'est peu tranché et ça change beaucoup dans une journée en fonction du contexte, là encore en fonction de notre environnement qui nous impacte, des changements, des nouvelles, des aléas de la vie, quoi. Voilà. Donc c'est difficile à gérer aussi ce fonctionnement dans les extrêmes. Donc autant on peut avoir ça et autant j'ai remarqué que aussi parfois, paradoxalement, il y avait des émotions qui restaient en nous, qui s'imprimaient en nous longtemps, qu'on n'arrivait pas à faire partir en fait, qui vont pas passer, qu'on va revivre, qui vont se réactiver au fur et à mesure, voilà. Et c'est particulier je trouve, et parfois des émotions même dont on n'a pas conscience tout de suite ou pas sur le moment, et ensuite on va les sentir, et là on va les sentir et elles vont rester. Et ces émotions, c'est comme des blessures en fait. Et pourquoi c'est des blessures? Parce que nous, les hypersensibles, on est des êtres blessés. Et on est des êtres blessés de base aussi parce qu'on est différents. On est neuroatypique dans une société à majorité neurotypique. Et donc, c'est compliqué d'être qui nous sommes dans ce monde, voilà. Et ça crée des blessures, ça crée des émotions comme ça qui vont être aussi douloureuses, comme si on était marqué au fer rouge pour toujours en fait. Comme si quand on faisait une remarque, on pouvait se mettre en colère, on pouvait instantanément, on pouvait fondre en larmes, mais parce qu'en fait cette remarque nous fait l'effet d'un coup de couteau et on le ressent physiquement même. Et donc c'est insupportable bien sûr. Et puis après on va dire qu'on est susceptible, qu'on prend la mouche pour pas grand chose, qu'on exagère, que ci, que ça, mais c'est omettre que l'émotion est intense, elle est vive et elle est douloureuse et on la subit totalement. Donc même si l'autre n'a pas voulu dire un truc méchant ou quoi que ce soit, nous, notre ressenti, il est complètement démultiplié. Et puis aussi parce que parfois, c'est la 15e remarque qu'on se prend dans la journée, dans la semaine, dans le mois, et que la coupe est pleine. Hein, et que parfois, l'accumulation des émotions, ça crée quelque chose, ça crée un débordement émotionnel qui est difficile à gérer pour nous. Voilà. Et ça fait que quand on est comme ça, blessé, touché en permanence, c'est aussi parce qu'on n'est pas compris. C'est très très douloureux de ne pas être compris par l'autre, ça réactive un sentiment aussi d'insécurité je trouve et de solitude et on n'est pas compris, donc comme on n'est pas compris en fait l'autre essaie quand même de créer du sens, donc il va nous résumer et en fait de nous résumer ça va totalement nous nier, voire nous invisibiliser
à travers notamment des questions, des pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, et auxquelles on va tenter de répondre et on va se fatiguer à répondre, et cette fatigue elle va aussi créer de l'anxiété, et là c'est le cocktail explosif, fatigue plus anxiété égale débordement émotionnel en fait. Et c'est là où on peut avoir des crises au sens autistique, des meltdowns, on va être épuisé de devoir se justifier d'être qui on est et de devoir éduquer les gens sur la différence et de devoir en fait subir tout simplement la discrimination, le validisme et la psychophobie en général. Donc c'est ces fameux murs aussi dont j'ai déjà parlé quand on se prend un mur dans la face, c'est qu'en fait on a une émotion comme ça qui nous arrive très forte, qui est une véritable blessure, qui est une douleur de pas se sentir compris. Et puis bah aussi que on est sans cesse ramené à quelque chose de très douloureux qui est l'abandon, j'ai l'impression. Mais l'abandon pas au sens de notre histoire personnelle, pas l'abandon de notre mère ou de notre père ou de notre frère ou de notre grand-père, je ne sais pas, mais l'abandon plus globalement d'une société qui a renoncé en fait à inclure la différence, à inclure des personnes voilà, qui seraient différentes de l'idée qu'elles se font de l'humanité. C'est ça, c'est cet abandon-là qui est très difficile à gérer pour nous, et donc j'ai l'impression, et c'est ça aussi cette douleur liée à ces émotions qu'on ressent et qu'on revit comme ça parfois longtemps après, qu'on va garder en nous longtemps, parce que c'est presque un traumatisme en fait. Et il faut faire la différence entre ces blessures-là et les blessures liées à notre histoire. Il faut bien comprendre que ces blessures-là, les blessures qu'on ressent à force de ne pas être bien avec les autres ou face à notre environnement, on n'est pas responsable de ces blessures-là. On ne peut pas les guérir en thérapie si vous voulez, parce que c'est à la société finalement de faire ce travail de sensibilisation et c'est pas à nous. Et si nous on tente de faire ça, ça ne marchera pas. On n'aura fait que la moitié du chemin. Il restera l'autre moitié. Donc c'est pour ça que parfois c'est difficile à comprendre aussi par l'entourage quand on dit qu'on se sent mal et qu'on n'est pas bien et qu'on est très très anxieux. L'entourage ne comprend pas. Ben oui, parce qu'en fait, vous nous renvoyez en permanence du rejet et de l'hostilité, en fait, de l'hostilité par votre méconnaissance. Donc là, je suis encore en train de parler des autres. C'est un sujet qui m'obsède, on dirait, mais voilà. Je continue avec les émotions, et c'est vrai que du coup, cette hostilité-là, bah, ça crée des émotions très fortes, très violentes, en nous, très archaïques aussi, je trouve. Voilà. Je voulais aussi parler de la confusion qu'on pouvait faire entre le manque de rigidité mentale et tout simplement la logique ou le bon sens. C'est-à-dire qu'on va aussi parfois être très mal émotionnellement parce que quelque chose nous coûte un effort surhumain. Par exemple, il y a un papier à remplir et en fait on n'a pas le bon formulaire parce que le formulaire a changé et voilà, et c'est très compliqué. Et en fait parfois je trouve que ça nous coûte beaucoup en fatigue et en émotion de devoir supporter, subir le manque de logique de la société dans laquelle on vit et la complexité de ta société. C'est-à-dire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de personnes qui aiment bien se compliquer la vie, qui aiment bien dire non quand ça pourrait être oui parce qu'ils sont pas flexibles justement. Et du coup, ils nous ramènent à chaque fois, je trouve, à des situations où on doit sans cesse passer des coups de téléphone à des personnes qui ne répondent jamais au bout du fil, envoyer des formulaires... alors, on n'a pas le bon formulaire, en fait, c'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon bureau, c'est pas la bonne ville. Enfin, il y a plein de choses jamais qui ne vont. Et donc, pourquoi je parle de ça et des émotions? Ben parce que c'est aussi que nous, ces fameux murs qu'on se prend, ce débordement émotionnel qu'on vit, c'est aussi du fait de cette société qui est tellement compliquée en fait, compliquée et puis à l'esprit étriqué et qui veut pas ni s'adapter, ni se simplifier, ni en fait être totalement logique. Et que moi par exemple, si j'ai décidé que c'était pas possible de faire ça, c'est parce que c'est pas logique. Mais c'est même pas que c'est pas logique pour moi, c'est que c'est pas logique tout court si vous voulez. Bon après c'est selon mon point de vue, mais et que en fait l'autre, le bureau, l'administration, la personne, la société même tout entière, elle préfère garder cette logique là, non pas parce que ça l'est, mais parce que c'est la règle, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc ça ramène encore une fois de la fatigue, du stress, et il y a quelque chose émotionnellement qui est difficile et qui va faire que parfois on va complètement exploser, on va faire des crises parce qu'on n'en peut plus, on est en recherche de bon sens tout simplement. Et que parler de rigidité mentale, je trouve que c'est un peu péjoratif parfois. Il peut y avoir des personnes psychorigides, mais pas forcément et pas tout le temps.
mais il y a aussi des personnes comme moi qui ont tout simplement, je pense, du bon sens. Et quand le bon sens n'est pas là, bah en fait, c'est normal qu'on soit mal, hein. Voilà, c'est logique, encore une fois. Alors, ces émotions, ensuite, il faut bien comprendre que c'est un lourd sac à dos qu'on a dans notre dos. Et en fait, à chaque fois que quelque chose nous touche, nous blesse, ou qu'on subit quelque chose qui n'est pas logique, eh bien, on rajoute une pierre à notre sac à dos. Encore une, encore une. Et en fait, ces émotions, elles nous alourdissent. Elles sont pénibles à porter. Parfois, il faut le dire, on a un lourd sac à dos sur notre dos qui est invisible pour les autres. Et en fait, c'est aussi un handicap presque. On passe notre temps à vivre des chocs. Et voilà. Et ensuite, une fois qu'on a vécu un choc, eh ben, ça nous ralentit un peu. On n'est pas bien et on doit recommencer du début comme si on nous piétinait notre château de cartes, quoi. Et que hop, on devait recommencer lentement le château, carte après carte, etc. Donc, c'est normal que parfois on soit fatigué et c'est tout à fait normal qu'on soit fatigable aussi. Voilà, et qu'il faut le prendre en compte. Il faut prendre en compte ses émotions et le fait que ça entraîne parfois un mal-être, quoi, et parfois de la violence aussi physique, psychologique et même parfois contre soi-même, voilà. Ensuite, je vais passer aux émotions qu'on ne ressent pas sur le moment, au moment présent. Alors, comment ça se passe? Pourquoi parfois on ne ressent pas les émotions au moment présent? C'est pas qu'on les ressent pas, hein. Je pense qu'on les ressent, mais dans mon cas, je dirais que c'est que je suis tellement inondée d'informations sur le moment présent. Donc déjà, je dois essayer de trier, de prendre en compte tout ce qui m'arrive, que l'émotion, c'est vrai qu'elle passe très vite de manière fulgurante et que du coup, je ne la saisis pas au vol. Et ce qui va se passer, c'est que je vais tout comprendre, mais de manière décalée. C'est-à-dire, ah oui, là ce soir, je vais comprendre que ce matin, en fait, je ressentais telle émotion. Mais bien sûr que je l'ai ressentie, mais c'est juste que elle n'est pas arrivée au champ de ma conscience. Et je sais pas comment expliquer, mais j'avais déjà parlé à un moment donné de la guillotine, c'est-à-dire la tête et le corps qui est coupé. Et j'ai un peu l'impression que parfois les deux fonctionnent en décalé, ou pas tout à fait en accord l'un avec l'autre. Et c'est pour ça que parfois tout va tomber dans le corps, tout va beaucoup être dans la somatisation, parce qu'on n'aura pas senti à temps l'émotion qui parfois est très forte pourtant et qui est très violente et lourde à porter. Et comme on ne va pas la sentir, on ne va pas pouvoir l'expulser. Et je vais y venir juste après. Et donc, ça va faire que ça va être lourd. Notre sac à dos, il va être lourd. Et donc, on va se faire du mal, en fait. Ça va nous faire du mal. Voilà. Et pour finir, je vais parler des émotions et des sens. Puisque pour moi, les émotions des personnes autistes sont directement liées au sens. Et je vais même parler de la synesthésie. Et pas au sens neurologique, hein, mais vraiment au sens littéraire. C'est-à-dire la métaphore qui exprime un croisement de sens. J'ai vraiment l'impression que pour être bien avec soi-même dans les émotions, il faut réussir à les déposer, à les sortir de soi. Parce que autant on est impacté par l'environnement, donc on est un peu là bombardé de plein de choses, une fois qu'on a tout reçu, et ben on a tout là dans le corps ou dans le cœur, et maintenant il faut réussir à se libérer de ce poids au risque de couler avec. Donc comment on fait? Pour moi en fait la solution idéale c'est d'utiliser l'art. Donc les déposer dans l'art à travers la musique, à travers l'écriture, à travers la danse, les sortir de soi aussi à l'aide d'une pratique sportive pour se défouler, voilà, pour ne pas garder tout ça en soi, tout ça en stock. Parce que sinon, à un moment donné, ça va se bousculer au portillon et ça va créer des burn-out, ça va créer une grande fatigue, des crises très très violentes, voilà. Et en fait, dans cette idée de correspondance, c'est vrai que parfois, autant on peut avoir peur à cause d'un environnement hostile, mais autant on peut aussi créer cet environnement hostile par nos peurs. Donc parfois l'environnement autour va se colorer de nos émotions du moment et c'est là où nos perceptions vont nous jouer des tours. Si on est très mal en soi-même, avec soi-même, forcément que le monde va nous sembler plus gris, plus terne. Et donc c'est pour ça que c'est important de expulser tout ça pour ne pas être trompé par notre émotionnel et pour pouvoir y voir plus clair et puis respirer. Être bien avec soi-même parce que c'est lourd et je pense que nous, on prend beaucoup sur nous. Malgré nous, on est envahi et donc il faut à un moment donné qu'on trouve des stratégies pour se libérer de cette charge émotionnelle. Et après, je voulais aussi, pour terminer, dire que c'est un cadeau d'avoir toutes ces émotions. Autant elles peuvent être lourdes, handicapantes, être violentes et agressives, nous faire du mal, autant elles peuvent aussi nous montrer toute la beauté du monde en fait, toute sa puissance, sa complexité, sa richesse et qu'en fait on peut utiliser ces émotions pour voyager dans le temps. Je pense que nous sommes des voyageurs dans le temps, c'est-à-dire que nos émotions elles s'impriment en nous d'une telle force que si on veut,
on peut revivre notre état émotionnel de nos 8 ans, de nos 14 ans, de nos 20 ans. Et on peut ressentir comme à l'époque tellement ces émotions-là, elles sont tellement profondes, tellement ancrées en nous et elles sont ancrées aussi à travers justement ce qu'on a fait de ces émotions à ce moment-là. Par exemple, moi je sais que quand j'écoute des chansons, si j'ai écouté des chansons à 8 ans, et ben les chansons que je vais écouter maintenant, elles vont me rappeler les émotions de mes 8 ans. Et donc la musique en fait fait office d'album, de souvenirs, d'émotions un petit peu si vous voulez. Voilà, et donc je pense que il faut ces émotions, il faut les vivre, mais il faut apprendre aussi à se libérer, à se désengorger de tout ce flux émotionnel pour être bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu plus courte. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!